Du coup, voilà, ben, j'allais j'allais mentionner le fait qu'il fallait que ça soit enregistré. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de co-animer avec mon camarade Svetlin cette session du colloque intitulée Asia Business. Il y aura une deuxième partie demain qui aura lieu à 9 heures en anglais. Donc, je vous conseille de nous rejoindre demain matin pour une autre session. Parlant de l'Asie, donc, vous savez que c'est le continent le plus peuplé, que c'est la première zone économique du monde. Toutes les données le soulignent. On peut dire que le 21e siècle est et sera celui de l'Asie. Fini le temps d'une première puissance économique suivie par des dragons ou des tigres. Plusieurs pays sont aujourd'hui dans les tops mondiaux à tous les niveaux. Donc, c'est un continent entier qui se développe et qui se construit. La part de l'Asie dans la richesse mondiale, dans la consommation, dans les flux de capitaux, dans les flux financiers, les flux migratoires, les flux logistiques ne cesse de croître. L'Est devient central et son influence et son intégration se renforcent et vont se renforcer. La question qu'on se pose donc, c'est quelle perspective pour les entreprises européennes? Quelle est leur plus-value? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aux sociétés asiatiques et aux marchés asiatiques? Alors, je vous mettrai un petit lien surprise en fin de session parce que j'ai trouvé ce midi une étude de l'Institut McKinsey qui s'appelle The Future of Asia, qui date de septembre 2019, dans lequel on trouve une mine d'or d'informations intéressantes pour voir toutes ces facettes du sujet. Je vais vous présenter maintenant nos intervenants, que je remercie beaucoup de participer à cette session. Donc, tout d'abord, Monsieur Ruffini. Monsieur Pierre-Bruno Ruffini, professeur émérite en économie à l'Université du Havre, que beaucoup d'étudiants, évidemment, qui sont en ligne connaissent ou ont connu. Il va nous évoquer donc ce glissement du centre de gravité du monde vers le continent asiatique et l'organisation de la régionalisation à l'échelle de ce continent et les conséquences pour l'Europe. Monsieur Arnaud Lemarchand, professeur et chercheur en économie et socio-économie du travail et du transport dans la mondialisation, qui va nous faire prendre un peu plus de recul sur cette intégration régionale en cours afin d'en dégager les limites et nous livrer des pistes de stratégie pour les entreprises européennes sur le continent. Monsieur Hervé Bonis, qui va nous rejoindre d'ici peu, j'espère, directeur général de Cifrigo, société havraise de transport et logistique internationale spécialisée en agroalimentaire. Il va partager avec nous son expérience d'une société européenne se développant sur la zone Asie et évoquer rapidement les perturbations actuelles liées à la pandémie et à l'intégration régionale. Ensuite, Monsieur Guillaume Coruble, un ancien du Master Asie, qui a une longue expérience sur la zone et aujourd'hui en poste chez ECRM, qui connecte les entreprises exportatrices avec une clientèle étrangère et qui vient en soutien des agences gouvernementales telles que Business France. Donc, Monsieur Coruble va nous dégager les grandes tendances des acheteurs asiatiques à la recherche de produits européens et nous donner sa lecture de l'impact de la régionalisation de l'Asie pour les sociétés européennes. Donc, écoutez, chacun dispose dans un premier temps de 10 minutes pour nous exposer un petit peu sa position et puis nous retrouverons à la suite de ces 30-40 minutes pour des questions-réponses que vous pouvez éventuellement poster donc sur le chat et que l'on reprendra par la suite. Donc, je laisse la parole à Monsieur Ruffini. Merci. Merci pour cette présentation. Merci pour cette session à laquelle vous m'invitez. Alors, j'ai préparé en effet un exposé, présentation, disons, de cadrage. Est-ce que vous voyez ma présentation? On la voit. Vous la voyez, d'accord. Donc de cadrage, bon, moi je suis économiste, donc je suis plutôt en train d'observer les aspects globaux, les flux globaux, les tendances macroéconomiques. Et donc, s'agissant du thème de cette session, donc j'ai intitulé mon propos « Régionalisation du commerce en Asie, défi pour l'Union européenne, point d'interrogation ».
en remarquant tout d'abord, ça vient d'être rappelé, que l'Asie devient tout à fait centrale au XXIe siècle dans beaucoup de domaines. Le centre de gravité du monde se déplace vers l'Asie, le centre de gravité économique, mais pas uniquement, probablement de plus en plus politique également. Donc 60% de la population mondiale, donc vous voyez la croissance extrêmement rapide entre 1950 et 2020. Si on regarde le poids de l'Asie dans le monde, on atteint 31% du produit intérieur brut mondial. Bon, on peut faire tout de suite un rapprochement, 60% de la population mondiale, mais seulement 30% du PIB mondial. Ça vous donne une idée d'un niveau de développement moyen par habitant qui reste, ou disons de revenu moyen par habitant qui reste à améliorer, bien sûr. Donc ce sont des données assez connues, je passe vite. Je voudrais insister sur un point. J'ai mis ici quelque chose qui est, pour illustrer ce déplacement du centre de gravité vers l'Asie, qui est la contribution de l'Asie, et notamment de la Chine, à la production scientifique. Bon, les économistes savent que ce qui détermine sur le long terme la croissance et le développement économique, ce sont des facteurs comme la recherche et le développement, ou encore l'éducation. Donc c'est très intéressant de voir la manière dont, là aussi, l'Asie, de plus en plus, est positionnée comme un producteur de savoir scientifique. Voilà, la Chine est le premier pays publiant dans des revues dites comité de lecture dans le monde, et surtout le nombre de publications scientifiques chinoises a été multiplié par 12 depuis 2000, ce qui est une progression absolument fantastique. Donc non seulement la Chine est l'atelier du monde, elle l'est déjà, mais demain probablement elle sera aussi le laboratoire du monde. Alors regardons de plus près pour nous approcher du sujet, le commerce. Aujourd'hui, l'Asie de l'Est représente 30% du commerce mondial. Donc, avec, vous voyez la progression ici. En 1980, on était à 15%. Et où, donc, en 40 ans, on a un doublement de la part de l'Asie dans les exportations et les importations mondiales. Ça n'est pas sans conséquence, évidemment, sur les autres régions du monde, ce que l'on va voir un peu plus loin. Une conséquence, évidemment, je passe très vite, mais c'est que dans le commerce maritime mondial, là aussi, l'Asie s'affiche en tête. C'est quelque chose qui va de pair avec le développement des flux commerciaux de marchandises, bien évidemment. Alors voilà, donc pour rentrer plus directement dans les questions qu'on aborde, on peut voir deux options, si vous voulez, quand on analyse le commerce mondial, ou plus exactement les politiques du commerce international. L'option multilatérale ou le multilatéralisme, qui a été finalement la règle en vigueur depuis la fin de la guerre. Vous avez tous entendu parler du GATT en 1947, qui est devenu en 1995 l'Organisation mondiale du commerce, et qui a bâti en quelque sorte toute sa politique sur l'idée qu'il fallait libéraliser les échanges d'une manière multilatérale, clause de la nation la plus favorisée, j'accorde un avantage à tel autre pays, automatiquement cet avantage est étendu à tous les partenaires. Alors il y a beaucoup d'exceptions dans ces règles, et notamment les zones de libre-échange, mais c'est quand même la tendance qui a marqué, on va dire en gros, l'économie mondiale de 1950 jusqu'à 1980-90. Et puis depuis, on a eu une autre tendance qui vient un petit peu contrecarrer le multilatéralisme, c'est la prolifération des accords commerciaux régionaux, ce qu'on peut appeler la régionalisation, en quelque sorte. Les accords commerciaux régionaux, eh bien, ce sont des sous-ensembles de pays qui décident de s'accorder entre eux des règles préférentielles, ce qui n'est pas contraire aux règles de l'OMC, mais tout de même qui illustre cette idée que peut-être parce que l'OMC est moins efficace aujourd'hui, on dit parfois que l'OMC est en crise. Alors l'OMC, vous savez, c'est 164 pays aujourd'hui. Au début, il n'était que 27, à la fin des années 1940. Se mettre d'accord à 164 pays, c'est extrêmement difficile, et donc de plus en plus de pays cherchent à trouver des solutions bilatérales ou multilatérales à quelques-uns, et donc à créer des accords commerciaux régionaux, donc à s'accorder entre eux des préférences qu'ils refusent à d'autres pays. Donc c'est la tendance à la régionalisation, et cette tendance, elle se matérialise bien évidemment dans toutes les parties du monde, et notamment en Asie. Alors c'est juste ici pour illustrer cette progression fantastique des accords commerciaux régionaux. Voyez-vous, à partir des années 1990, on en a de plus en plus.
La courbe significative ici est la courbe noire, nombre cumulé d'accords commerciaux régionaux en vigueur. On en a en 360 environ aujourd'hui. Donc, c'est la tendance actuelle, disons, dans l'organisation du commerce mondial. C'est une organisation qui est plus ou moins pilotée par le bas, par des pays qui ensemble se mettent d'accord à quelques-uns pour créer des zones de libre-échange. Alors, ces zones de libre-échange, voilà les principales qui existent. Bon, l'Union européenne qui est plus qu'une zone de libre-échange, puisqu'on a un tarif extérieur commun, une politique extérieure commune, mais vous avez le Mercosur, l'ALENA, etc. Et vous avez l'ASEAN. Alors, ce qu'il faut remarquer là-dedans, c'est qu'effectivement, les échanges à l'intérieur de la zone, entre les pays qui constituent la zone de libre-échange, ces échanges sont très importants, mais c'est le but recherché. Hein. On se met ensemble pour commercer davantage entre partenaires. Donc, vous voyez ici pour l'Europe, en bleu, vous avez la part des échanges intra-européens dans le total des exportations donc, de l'Union européenne, c'est à peu près les 2/3. Et pour l'ASEAN, c'est à peu près la même chose. Voyez-vous, c'est à peu près les 2/3. Les 2/3 des exportations de l'ASEAN restent au sein de pays de l'ASEAN. Alors, quand on parle de régionalisation, qu'on peut définir comme la concentration donc, de flux commerciaux au sein d'une zone donnée, on peut distinguer deux choses, la régionalisation de fait, de facto, et contrairement à elle, disons en opposition à elle, la régionalisation de jure. Bon, c'est une notion facile à comprendre. On n'a pas besoin d'accords régionaux ou de politiques étatiques pour faire du commerce, évidemment, même si, et donc de manière assez spontanée, les pays ont plutôt tendance historiquement à commercer avec leurs voisins. Hein. Donc ça, c'est une forme de régionalisation de fait qui se met en place avec les stratégies des exportateurs ou des importateurs. Et s'ajoute à ça une régionalisation institutionnelle qui passe par des accords intergouvernementaux avec ou pas l'OMC. On a donc ces deux tendances. Alors on retrouve ces deux tendances bien évidemment en Asie comme dans d'autres régions du monde. Si on regarde l'Asie, il y a 3 accords régionaux majeurs de libre-échange qui existent. Le premier, le plus ancien, c'est celui qui a accompagné la mise en place de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est 1967, c'est d'abord une construction politique, enfin les motivations sont plus politiques qu'économiques au départ, et il faut attendre en effet 1992 pour que les pays de l'ASEAN, ensemble, qui sont passés à 10 hein, dans l'intervalle, décident de créer une zone de libre-échange. Alors, je rappelle qu'une zone de libre-échange, c'est entre partenaires, on s'accorde des préférences, notamment tarifaires, qu'on n'accorde pas aux pays qui sont extérieurs à la zone. Mais par contre, dans une zone de libre-échange, chaque pays conserve la possibilité d'avoir sa propre politique commerciale vis-à-vis des pays tiers. Ce qui n'est pas le cas dans l'Union européenne, qui est une union douanière. Bon. Donc, l'Asian Free Trade Area se crée donc en 1992, alors avec des objectifs, je vais assez vite ici, mais bon, d'abaisser les tarifs douaniers, c'est le plus important. Et donc, depuis 2005, tous les tarifs douaniers, ou pratiquement tous les tarifs douaniers, mais assez souvent les produits agricoles sont des exceptions, eh bien, sont en dessous de 5%. L'objectif, c'est de les amener entre 0 et 5%. Voilà, bon. L'ASEAN, en tant que tel, a signé des accords de libre-échange avec d'autres pays de la zone Asie-Pacifique, avec la Chine, la Corée, comme indiqué ici sur cette slide. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que, comme je l'indiquais, les pays de l'ASEAN, individuellement, chacun des 10 pays peut signer et a signé des accords de libre-échange avec qui il veut. Chaque pays peut faire cela. Et donc, on a une situation qui se complexifie, en fait si on regarde ça. Un économiste du commerce international fameux qui est Jagdish Bhagwati, donc un Indien, a employé cette image qui a circulé du spaghetti bowl, qu'on appelle aussi le noodle bowl quand on veut asiatiser l'idée. On a un enchevêtrement, un chevauchement d'accords qui existe, qui donne une lecture finalement assez complexe, hein, puisque chaque pays peut passer des accords avec qui il veut et en même temps participer à certaines associations disons, zones de libre-échange sur une base régionale. Ça, c'est le premier accord. Le deuxième accord, il est beaucoup plus récent, 2018, c'est le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Donc,
C'est d'accord. Rappelez-vous que Obama avait proposé aux pays d'Asie et du Pacifique donc un accord commercial important qui a été dénoncé par Trump. Enfin, plutôt les négociations n'ont pas abouti puisque les États-Unis s'en sont retirés et l'Inde aussi d'ailleurs. Mais quand même, cet accord, eh bien, il s'est fait avec les pays qui sont indiqués ici. Hein, Australie, Nouvelle-Zélande, mais aussi du côté Amérique, le Canada, vous savez, le Canada, le Pérou, le Mexique, etc. Et puis quelques pays d'Asie. Alors, vous voyez que les accords régionaux ne sont pas forcément des accords entre pays voisins géographiquement. On a ici un exemple d'accord qu'on peut appeler régional, si on étend cette notion de région, bien sûr, ici. Bon. Et là aussi, le but, c'est d'éliminer les droits de douane, mais bien d'autres dispositions également. Et puis enfin, le dernier, mais le plus récent, c'est celui qui est un petit peu à l'origine du questionnement qui avait été proposé par Darvis Kudori, c'est le RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, donc signé en novembre dernier. 10 pays de l'ASEAN, plus 5 autres pays, Australie, Chine, Corée, Japon, Nouvelle-Zélande. Alors ça, c'est une énorme machine qui se met en place, mais qui va mettre beaucoup de temps. Il y a plus de 15 ans avant prévu par étapes, pour qu'on arrive à atteindre les objectifs qui sont fixés. Les objectifs, c'est de réduire les droits de douane sur plus de 90% des produits échangés, mais pas seulement. C'est unifier les règles d'origine, simplifier les démarches douanières administratives liées aux transactions commerciales, donc essayer de faire tomber un certain nombre de barrières administratives aux échanges. Ce qui est intéressant dans cet accord-là, c'est que vous avez trois majors du commerce international en Asie, la Chine, la Corée et le Japon, qui sont dedans. Et c'est la première fois qu'il y a finalement une zone de libre-échange entre ces trois pays qui va se créer, mais pas simplement entre eux, puisque, comme je viens de le dire, cette zone de libre-échange, eh bien, elle va concerner 15 pays. Bon. Ça, c'est donc le troisième accord. Alors, donc voilà, donc une illustration du chevauchement, les deux derniers accords que je viens de mentionner, vous voyez que vous avez des pays qui sont partie prenante aux deux, hein, Australie, Brunei, Japon, etc., bon, qui sont à l'intersection, et puis certains pays sont dans l'un sans être dans l'autre. Voilà. Hein. Alors, regardons maintenant l'Union européenne là-dedans. L'Union européenne a des principaux partenaires commerciaux. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial. Hein. Le total de exportation et importation, c'est de 17 à 18%. La Chine vient en deuxième position. Alors, par zone géographique, avec qui est-ce que les pays de l'Union à 27 échangent le plus? Avec l'Asie. Avec l'Asie, ici, vous avez, je parlais de la Chine tout à l'heure, maintenant on a l'Asie plus globalement, donc la Chine plus tous les autres partenaires. Vous voyez que l'Asie est le premier partenaire ici. Et ce qui est intéressant de voir, si vous voulez, c'est que l'Asie est la seule zone géographique vis-à-vis de laquelle l'Union européenne est déficitaire. En bleu, vous avez les exportations et en rouge ou rose, vous avez les importations. Ben, vous voyez que pour toutes les autres régions du monde, les autres pays européens, l'Amérique du Nord, l'Afrique, bon, l'Union européenne exporte plus qu'elle n'importe. Mais avec l'Asie, eh bien, c'est le schéma inverse. L'Union européenne est une importatrice nette en provenance des pays d'Asie. Alors, ce n'est pas sans conséquence sur ce qu'on pourrait penser du RCEP, j'y viens dans un instant. L'Union européenne a conclu des accords commerciaux avec des pays d'Asie, un certain nombre de pays d'Asie. Donc voilà les accords, je les cite, avec la Corée, avec le Vietnam, le Japon, Singapour. Avec la Chine, il n'y a pas d'accord commercial en tant que tel, mais il y a un accord de principe qui porte sur les investissements réciproques. Le Comprehensive Agreement on Investment, qui a été signé à la fin de l'année dernière, qui n'est pas en vigueur encore, il n'est pas ratifié. On remarque aussi qu'il n'y a pas d'accord en tant que tel entre l'union douanière que représente l'Union européenne et la zone de libre-échange la plus importante à ce jour en Asie, qui est l'ASEAN. Bien que les discussions aient été ouvertes en 2007. Il n'y a pas eu d'accord de zone à zone, même s'il y a des accords de l'Union européenne avec un certain nombre de pays. Et puis, il y a d'autres accords qui sont en négociation, voyez-vous.
avec l'Australie. Je veux dire, l'Union européenne négocie en ce moment pour avoir un accord avec l'Australie, un autre avec la Nouvelle-Zélande, les Philippines, l'Indonésie. Donc, on est sur une trajectoire, disons, d'intensification des liens institutionnels de commerce avec d'autres pays de la zone Asie-Pacifique. Alors, si on regarde de plus près la question du RCEP et de son impact, c'est difficile de savoir quel va être l'impact de cet accord, donc à 15 pays, ce grand accord de libre-échange qui a été signé au mois de novembre de l'année dernière en Asie. Il y a une étude, c'est la seule qui existe à ce jour, qui est une projection qui est faite par un think tank américain qui s'appelle le Peterson Institute, bon, et qui a, par des méthodes économiques, je passe, cherché à évaluer l'impact du RCEP sur le revenu réel en 2030. Et qui conclut que cet accord augmenterait le revenu réel de l'Asie de 0,3% et celui de l'Europe de 0,1%. Ce qui peut sembler assez peu, hein, d'ailleurs, mais tout de même, on remarque que l'augmentation est plus importante pour l'Asie. Et ce n'est pas étonnant. Encore une fois, quand des pays créent une zone de libre-échange, c'est d'abord pour leur bien-être à eux. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, là, oui, peut-être, quelques minutes. Oui. Alors, je termine pour savoir si cet accord est quelque chose de problématique, enfin, de risqué, ou pour les entreprises européennes et les exportations européennes plus généralement. Il y a des aspects positifs et des aspects qui sont plutôt des questions, d'autres aspects qui sont plutôt des questions. Dans les aspects positifs, ce qui est intéressant, c'est que vu de l'Europe, on peut considérer cet accord sous l'angle d'abord d'une zone de libre-échange entre les trois grandes puissances industrielles. Je disais tout à l'heure que la Chine, c'est le principal, et de loin, le principal partenaire asiatique de l'Union européenne. Mais Japon, Corée sont des partenaires importants également. Donc Chine, Japon, Corée, si cet ensemble devient une zone de libre-échange, eh bien, ça donne en quelque sorte une extension possible des opportunités pour les exportations européennes. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai indiqué, le dynamisme de la région va augmenter. Non, il va augmenter du fait de cet accord, mais pour des raisons plus importantes encore, qui ne sont pas liées au commerce en tant que tel, mais qui sont liées tout simplement aux taux de croissance plus rapides qui sont prévus, qui sont attendus dans la zone Asie. La Banque mondiale chiffre que dans les 10 prochaines années, les taux de croissance dans la zone Asie-Pacifique seront de 2 à 3 fois supérieurs à ceux de l'Europe et des États-Unis. Donc, des zones à croissance rapide sont forcément des choses intéressantes pour des exportations, pour des exportateurs. Et puis, il y a un autre aspect qui n'est pas directement lié aux exportations européennes, mais tout de même, on sait que quand une zone de libre-échange se crée, eh bien, c'est un facteur qui tente à stimuler les investissements directs venus de l'extérieur. Des entreprises européennes seraient d'autant plus intéressées ou stimulées à s'implanter dans la zone de libre-échange que, se situant pour produire dans cette zone de libre-échange, eh bien, elles auraient évidemment le bénéfice du marché élargi grâce à la libéralisation prévue au sein de cette même zone de libre-échange. Donc voilà pour les aspects, disons, encourageants, positifs. Par contre, ce qui peut pénaliser les exportations européennes, c'est ce que les économistes appellent les détournements de commerce. Quand on crée une zone de libre-échange, ça modifie la géographie des flux commerciaux. Ça crée davantage de commerce entre les pays de la zone, encore une fois, c'est dur recherché, mais ça peut créer des pertes de commerce pour les pays qui sont extérieurs à la zone. Certains pays peuvent décider de remplacer des partenaires traditionnels par des partenaires, disons, avec lesquels ils viennent de faire un accord au sein d'une zone de libre-échange. Bon. Alors, on va relativiser quand même cette chose. Pourquoi ? Parce que on constate que les pays signataires du Comprehensive Partnership de novembre 2020, c'est 15 pays, donc ça représente 20% des exportations de l'Union européenne. Alors, exportations hors d'Europe, bien sûr, exportations extra, tout pays tiers confondu, on ne compte pas ici le commerce interne à l'Union. Bon. C'est 20% des exportations et c'est 31% des importations. J'ai montré tout à l'heure qu'il y avait en effet un déficit global par rapport à la zone. Bon. 20%, c'est important, mais ça veut dire que 80% des exportations de l'Union européenne ne vont pas vers cette zone. Alors pour ces 20%, tout de même, si l'on regarde, ce qui domine dans les
dans les exportations, comme dans les importations, entre les pays de l'Europe et les 15 pays de la zone en création, ce sont les machines et ce sont les produits automobiles, enfin les automobiles ou les produits liés à la filière automobile. Ce que l'on peut constater, c'est que assez probablement, le risque de détournement de trafic, donc de perte, de manque à gagner des exportations européennes vers les pays comme le Japon, la Corée, le Vietnam, avec lesquels il y a des accords de libre-échange, le risque est faible, puisque là, l'Union européenne a déjà signé et mis en place des accords de libre-échange avec ces 3 pays-là, donc il n'y aura pas de grands changements. Hein. Par contre, évidemment, il n'y a pas d'accord Union européenne-Chine pour le commerce. La Chine va davantage travailler en libre-échange avec ses partenaires, va ouvrir ses frontières davantage aux exportations japonaises, coréennes, thaïlandaises, vietnamiennes, etc., etc. Et là, en effet, c'est là que se trouve le risque possible, si vous voulez, de détournement de trafic au détriment de l'Union européenne. Alors, pour terminer, quelle stratégie possible sur le plan du commerce pour l'Union européenne? Quelle stratégie asiatique commerciale? 3 pistes possibles. Une première piste serait de faire progresser le libre-échange dans la relation avec la Chine. Bon, évidemment, ça c'est souhaitable. Alors, il y a derrière toutes les difficultés qu'on connaît dans le commerce entre la Chine et ses principaux partenaires du monde développé. Mais tout de même, comme la Chine, finalement, le débouché essentiel à ce jour des exportations européennes en Asie, c'est quand même là qu'il faut essayer de porter l'effort, première possibilité. Autre possibilité, accélérer la conclusion d'accords de libre-échange avec les autres pays de ce partenariat asiatique, ceux avec lesquels on n'a pas encore d'accord de libre-échange. Hein. Je parle de l'Union européenne, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines. Bon. Une troisième possibilité, eh bien, serait pour l'Union européenne de rejoindre le TPP 11. Donc cet accord, c'est le deuxième que j'ai présenté dans ma liste, si vous voulez, pour avoir une ouverture supplémentaire vers les pays d'Asie. Le Royaume-Uni, par exemple, est intéressé à entrer dans ce CTPP à 11. Hein. Voilà. Et une possibilité serait qu'éventuellement l'Union européenne réfléchisse également à participer à cet accord-là, ce qui lui donnerait des ouvertures supplémentaires pour ses exportations vers l'Asie-Pacifique. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ruffini. Vu qu'on est relativement limité par le temps, on a commencé un petit peu tard, et donc je vais donner tout de suite la parole à Monsieur Le Marchand, sans transition. Donc je vous laisse prendre la main pour la suite de la discussion. Ok, donc vous m'entendez là? Très bien. Donc, alors j'ai un petit souci technique. Je n'arrive pas à récupérer les 2 cartons que j'avais prévus, mais je pense que c'est pas très, très grave. Alors, je vais essayer de compléter ce qu'a dit excellemment Pierre Bruno d'un point de vue un peu plus microéconomique. Alors, comme il l'a dit, comme il l'a rappelé lui-même, hein, bien, en fait, il n'y a pas forcément besoin d'accords de libre-échange pour voir le commerce progresser. Et d'ailleurs, au sein de certains pays concernés par les accords asiatiques, hein, beaucoup de commerces avaient progressé sans accord, notamment via les supply chains. Ça, c'est un premier point. Et paradoxalement, même, on peut avoir des situations dans lesquelles les accords de libre-échange eh bien, sont davantage, ça peut sembler paradoxal, l'occasion pour des États de réguler certains trafics, voire de les diminuer. Alors, par exemple, hein, dans le Mercosur, c'est très bien que les négociations autour des accords de libre-échange ont été l'occasion pour les États et pour ceux qui étaient opposés en fait, à la libre circulation des marchandises, de revenir, de discuter et de proposer une stratégie alternative à l'intégration du sud de l'Amérique latine, qui était plutôt le Parlo-Sud. Hein, donc, les deux choses ne sont pas si, linéaires que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une progression du commerce sans accords de libre-échange et des zones qui, paradoxalement, ont pris des accords mais freinent certains échanges. Alors, bon, ça peut sembler compliqué de dire ça en ce moment, alors qu'on a vu
que les difficultés pour le commerce international qu'éprouvait la Grande-Bretagne à l'occasion de la sortie du Brexit, parce qu'on a vu matériellement comment les échanges devenaient tout d'un coup ralentis. Alors, je pense que ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est le fait qu'il y a une vision fluide des échanges qui ne correspond pas forcément aux réalités, et en vérité, dans la pratique même du commerce, à différents niveaux, il y a beaucoup de rationnement, ce qu'on appellerait le contingentement. Et en fait, il y en a beaucoup. La Lex Mercatoria, elle disait, par exemple, s'il y a une tension sur un prix de marchandise, eh bien, il convient de ne pas faire monter le prix trop au-dessus du prix maximum habituel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas réguler le marché dans ces conditions-là? Eh bien, on rationne, tout simplement. À un moment donné, on trouve une autre solution pour allouer les volumes restants de marchandises. Bon, ça existe beaucoup dans les échanges internationaux, et ça peut être paradoxalement tout à fait compatible avec des accords de libre-échange. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de droit de douane, on ne monte pas les droits de douane pour réguler les échanges, mais en fait, on va trouver d'autres solutions par des normes ou notamment par des restrictions sur les transports. Alors, on l'a très bien vu avec dans la pandémie du Covid, qui a ramené cette question, y compris du contingentement, des rationnements. On l'a bien vu sur la question des masques. On manquait de masques, leur prix a monté, mais au bout d'un moment, le prix n'a pas monté au-delà de certaines limites. C'est les volumes qui ont été finalement l'objet soit de limites à l'exportation, soit d'ailleurs de tentatives de captation. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, y compris M. Lédier m'a communiqué il y a 2-3 jours un rapport de l'OCDE qui montrait qu'en fait, paradoxalement, il y avait une remontée des restrictions qui étaient prises, notamment sur le transport maritime, dans beaucoup de régions et sur beaucoup de services. Et une étude de l'Agrimer sur les routes de la soie a montré que, prévenait le fait que le basculement d'une partie du commerce international sur des voies ferroviaires pouvait s'accompagner de limitations au volume transporté. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des pénuries ou des manques, et des volumes qui donc vont faire l'objet de restrictions. Alors, on pourrait très bien dire, d'accord, durant le Covid, on a vu des tas de restrictions arriver malgré les accords de libre-échange, mais ça ne va pas durer longtemps. Alors, le souci qu'on peut avoir aussi, c'est que, malgré tout, des efforts vont être croissants sur la décarbonation de l'économie, et ça peut vraisemblablement se traduire par certaines restrictions au transport international, et donc une certaine réduction du volume des échanges. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Il va y avoir des compétitions ou une offre du transport maritime qui ne va pas forcément continuer à croître de manière très élastique. Donc, ça ne signifie pas la fin de la mondialisation, mais ça veut dire qu'on peut avoir des stratégies qui portent sur des volumes. C'est-à-dire, effectivement, de la même manière que pour les circulations de salariés, par exemple, il y a des pays qui prennent des restrictions sur le nombre de personnes qui peuvent venir travailler chez eux. Eh bien, on peut imaginer que on restreigne les volumes transportés et donc le volume des échanges de manière très physique, plutôt que de jouer par des prix ou par des droits douaniers, d'autant que formellement, on tend à chercher à y renoncer, on peut tout à fait envisager que ça va porter sur des quantités physiques. Voilà. Alors, dans ce genre de contexte, qu'est-ce que peuvent faire les entreprises? Puisque la question, c'était aussi quelle stratégie d'entreprise face à des contingentements, des rationnements qui sont possibles. On en entend parler partout. C'est que la chaîne d'automobiles de Sandouville s'est arrêtée parce qu'il y a une pénurie de composantes. Dans les accords transpacifiques, il y a eu aussi effectivement un certain nombre de produits qui ont été mis hors accord, parce qu'on voulait pouvoir éventuellement contrôler leur volume, ou mener des politiques contre leur consommation, par exemple le tabac.
Mais il y a des tas d'autres choses qui sont derrière. Alors, qu'est-ce que font les entreprises quand elles sont confrontées à ce genre de situation? Alors, il y a une stratégie ancienne qui consiste à essayer de contourner le contingentement par le déplacement, c'est-à-dire y compris d'ailleurs par des investissements directs dont parlait Pierre Bruno, c'est-à-dire effectivement, pour ne pas être contingenté en volume, on va éventuellement produire sur place ou produire dans un autre pays de façon à modifier l'origine formelle du produit. Alors avec la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement, c'est possible techniquement. En gros, il y a le bol de nouilles des accords, la fameuse métaphore de Bhagwati, mais il y a le bol de nouilles des supply chains qui sont tout aussi enchevêtrés et qui peuvent permettre de contourner un certain nombre de choses. L'autre stratégie, c'est de jouer sur la qualité. C'est-à-dire, j'ai moins de volume, mais je vais produire des marchandises ou proposer des marchandises qui ont des qualités spécifiques et donc qui vont être plus rentables. Alors, c'est fort, je pense que c'est une stratégie possible pour des entreprises européennes, c'est-à-dire au fond de chercher moins du volume que de la valeur ajoutée ou des systèmes de qualité qui vont permettre de compenser les difficultés possibles d'acheminement ou les contingentements sur certaines machines ou les problèmes qui peuvent être liés à des pénuries sur certaines composantes et qui semblent devoir être une dimension stratégique incontournable des décennies qui vont venir en dépit des accords de libre-échange. Dit autrement, les accords de libre-échange ne doivent pas faire penser qu'on va vers une fluidification croissante avec une offre de transport croissante dans tous les échanges. Ça peut tout à fait se combiner avec des contraintes matérielles ou de normes qui deviennent des contraintes matérielles. Et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire la fin de la mondialisation. Ça veut dire des stratégies différentes, des stratégies qui jouent moins sur des massifications de volume que sur des maximisations de valeur ajoutée. Alors, c'est ce que font beaucoup d'entreprises européennes depuis longtemps, mais là, probablement, il va falloir le faire de manière peut-être encore plus subtile qu'on le faisait jusqu'à présent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le marchand. J'ai tenu mes 10 minutes. Bravo. On rattrape un petit peu du coup, peut-être sur le temps, ce qui nous permettra d'évoquer, de poser plusieurs questions à la suite des différentes interventions. Écoutez, du coup, je laisse la parole à monsieur Bonis qui nous a rejoint. Donc sur l'expérience de Cifrigo, je vous laisse de toute façon exposer un petit peu votre expérience et je vous laisse la parole. Ok, bonjour à tous. Merci aux précédents interlocuteurs pour leur exposé très clair et très intéressant. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Cifrigo est un organisateur de transport international que l'on connaît sous le nom de commissionnaire de transport, qui est une société qui est née au Havre et dont le siège est au Havre, et qui avait principalement à l'origine une activité de transport maritime, historiquement sur les axes France-Dom-Tom et France-Amérique du Nord. Nous avons diversifié notre offre en nous concentrant également sur le transport aérien et étant très spécialisé sur les produits agroalimentaires sous température dirigée. Cifrigo avait une particularité, c'est que contrairement à nos concurrents qui se concentraient sur des exportateurs français ou européens à destination du monde, nous avons une stratégie qui consistait à aller démarcher des importateurs à l'étranger. Donc, ce fut le cas au Dom-Tom, ce fut le cas aux États-Unis et évidemment en Asie, puisque je crois que le thème d'aujourd'hui est plus particulier. Nous avions historiquement cette habitude, et Stéphane Hédier le connaît bien, puisque Stéphane Hédier y a œuvré quelques années avec succès. Nous avions cette stratégie d'aller démarcher des importateurs en Asie en vue de promouvoir nos services maritimes et aériens au départ de France et d'Europe. En 2011, nous avons installé, afin de nous rapprocher de nos marchés, nous avons installé une société à Hong Kong
qui était notre première implantation en Asie. Nous avons désormais une trentaine de collaborateurs sur Hong Kong. Nous avons développé notre activité avec Singapour en 2014, l'Australie en 2015, Shanghai en 2016 et la Malaisie en 2019. Toujours dans cet objectif qui était de promouvoir notre service au départ d'Europe, de France et des deux autres implantations que nous avons dans le groupe, à savoir notamment l'Amérique du Nord et le Brésil. À ce jour, nous avons également dupliqué notre savoir-faire et notre stratégie dans le sens où nous proposons des services, des solutions locales dans les pays où nous sommes présents, incluant du stockage frigorifique, de la livraison et des opérations en douane. Lors de nos nombreux déplacements et réunions en Asie, je me suis rapidement rendu compte qu'une des grosses zones d'importation en Asie de produits agroalimentaires était l'Australie. Et comme je vous disais, nous avons ouvert en 2015 une société en Australie. Nous avons désormais plus de 70 collaborateurs en Australie, dans la région de Victoria, dont la capitale est Melbourne. Et nous exploitons deux plateformes frigorifiques, l'une en aérien et l'autre pour le transport maritime. Et nous réalisons de très nombreuses opérations, puisque aujourd'hui, ce trade Australie-Asie représente près de 10% de l'activité du groupe. Il est évident que les enjeux pour notre société dans les années à venir sont d'une part de continuer notre expansion en Asie. Nous avons pour objectif d'ouvrir des bureaux en Chine, tout d'abord à Qingdao, Tianjin et certainement Dalian, mais également en Asie du Sud-Est, avec un objectif qui est clairement identifié de faire travailler ces différents bureaux ensemble et de profiter des accords de libre-échange tels qu'ils ont été exposés en introduction par M. Ruffini, intra-Asie, mais également de façon plus large au niveau du Trans-Pacifique, en continuant nos efforts sur l'Australie. J'espère pouvoir rapidement ouvrir un troisième bureau, puisque au-delà de l'hôpital de Victoria que j'ai cité, nous avons également ouvert un bureau l'année dernière à Cairns, dans le nord de l'Australie. Clairement, le trade, il est de produits de la mer et de produits agricoles d'Australie vers l'Asie. Et donc, je l'espère pouvoir ouvrir un troisième bureau à Sydney. Si ce n'est pas en 2021, ce sera certainement en 2022. La dynamique de la région est très, très forte. Les échanges, tant entre l'Asie du Sud-Est que l'Asie du Nord, et les échanges croisés sont nombreux. Et c'est une zone de croissance significative dans les années à venir pour le groupe. Avec toutes les difficultés que cela comporte, parce que nous restons des étrangers, nous restons des Européens, donc nous, qui sommes une société de prestation de services, nous devons être capables d'attirer des talents, d'attirer des personnes, parce que le travail se fait les affaires se font entre personnes, et c'est le gros enjeu auquel nous faisons face, d'attirer des personnes locales qui soient capables de promouvoir nos services auprès des personnes, des clients locaux. Et ne sous-estimons pas nos forces. Je reste convaincu que le commerce se fait entre personnes locales. Et certes, nous pouvons apporter un savoir-faire, nous pouvons apporter des capitaux, mais les conclusions d'affaires sont avant tout entre les personnes locales. Voilà en quelques mots ce témoignage concret, puisque j'ai passé 4 années à Hong Kong pour développer ce réseau et qui, je l'espère, va continuer à se développer, j'en suis certain. Merci beaucoup, Monsieur Bonis, pour cette illustration très intéressante. Eh bien, écoutez, on va écouter à la suite Monsieur Coruble, qui va là aussi nous apporter un petit peu de concret sur les tendances actuelles. Je vous laisse la parole.
Oui, exactement. Donc, pour le coup, je vais apporter un petit peu de concret hein, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment. Et notamment, oui, là, je travaille donc chez eSirene, donc pour tout ce qui est entreprise exportatrice. Donc, je m'occupe de la partie France, Suisse et Belgique. Et la tendance actuellement, l'Asie reste un gros focus pour ces entreprises. Et je dirais notamment par rapport à la crise du Covid, certains secteurs ont été fortement impactés. Ça a bousculé un petit peu les stratégies dans le sens où certaines entreprises sont actuellement en recherche de croissance et donc forcément vont aller sur des zones qui sont dynamiques. J'ai pris quelques exemples hein, pour lesquels je travaille beaucoup sur certains secteurs et dont je sais que ces secteurs sont assez populaires au niveau du Master Asie. Par exemple, des cas concrets tels que le secteur de la beauté qui a été fortement impacté. Énormément d'entreprises exportatrices, donc, par exemple, qui exportaient sur des zones telles que les USA ou au sein même de l'Europe, ont enregistré un recul d'environ 12% de tout ce qui était exportation. Et la tendance en Asie, c'était sur des marchés par exemple chinois et asiens en général, enregistrer une croissance de 20%. Donc, pour équilibrer un petit peu les choses, quand on a une perte de revenus sur certains marchés, certaines zones géographiques, on va là où est la croissance. Donc, ça a un peu précipité les choses hein, pour beaucoup de ces acteurs, et notamment là où on intervient, nous, chez ICRM, donc c'est pour faire tout ce qui est connexion avec tout ce qui est retail, distributeur, notamment sur la zone Asie, mais pas que, hein, je fais ça au niveau mondial. Et concrètement, ouais, là, on a une tendance forte à l'intérêt des entreprises pour basculer un petit peu leur part de revenus sur la zone Asie. En particulier, donc après, je dirais que forcément la Chine reste le gros morceau. D'autres pays de l'Asie du Sud-Est aussi qui est bien dynamique. Japon, Corée, enfin je dirais que dans l'ensemble, ça reste une zone extrêmement attractive. Pour revenir sur le secteur de la beauté, notamment par rapport à ce que disait M. Ruffini, que ça peut être à la fois intéressant, mais il peut y avoir un dynamisme sur la zone, sur le commerce intra-asiatique, notamment sur le secteur de la beauté. Là, on a enregistré qu'il y avait une grosse poussée des entreprises coréennes en beauté et qui pourraient éventuellement venir concurrencer sur les entreprises européennes. Donc, effectivement, le marché intra-asiatique est fort, mais assez dynamique. Et peut-être que ce fait viendrait fermer certaines opportunités aux entreprises européennes actuellement. Voilà, un petit peu pour présenter les choses. Que dire de plus? Oui, je pense qu'il y a un point important là, c'est pour les étudiants qui vont entamer bientôt leur carrière commerciale, notamment actuellement, ouais, on a vécu une crise notamment du Covid qui a un petit peu précipité les choses, notamment dans les démarches de prospection et d'affaires. Là, les voyages hein, et tout pour aller prospecter sur ces zones, c'est un petit peu compliqué les choses. Et comme on le disait au début de l'intervention, maintenant, effectivement, dans les phases de démarche commerciale sur ces pays assez lointains, la visio a pris énormément de place. Et donc, nous, à terme, on pense que pour tout ce qui va être business development, pour cette partie-là, pour tout ce qui est communication via la vidéo hein, pour faire des affaires, ça va être de plus en plus important. Et la prospection classique, ouais, va changer. Quoi. Les choses vont se bousculer et clairement, à la suite du Covid, les relations commerciales, dans leur aspect concret et pratique, vont évoluer, c'est certain. On ne restera pas seulement au traditionnel salon, mais les choses oui, vont prendre une tournure visuelle, et ça on l'a
pu l'enregistrer, c'est CRM, et clairement, oui, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Voilà un petit peu pour donner quelques éléments concrets et factuels. Après, sur les secteurs, je dirais que les gros secteurs restent la beauté, reste le food. Toujours les points, il y a toujours le côté un peu sexy, haut de gamme, notamment en France, qui attire sur la zone asiatique. Il y a toujours l'image France, qui est intéressant, notamment pour tout ce qui est positionné sur plutôt du produit haut de gamme, et donc avec une certaine valeur ajoutée. Donc voilà ce que je pouvais dire. Après, j'imagine que les étudiants ont beaucoup de questions, notamment pour moi qui est un ancien de la promotion, et si je serais ravi d'y répondre s'il y avait des questions sur la partie concrète, opérationnelle, à la suite de cette intervention. Merci Guillaume. Nico. Fantastique. Je pense qu'on a une session très, très, très intéressante. On a bien compris que l'Asie, plus que jamais, était le continent de cible pour nos activités d'entreprise européennes, que donc beaucoup de choses vont se jouer là-bas, que rien n'est joué, que du coup on fait face à la fois des opportunités, à la fois des menaces, et que donc ce qui va être déterminant, c'est le niveau de qualité de notre offre, l'innovation qu'on va être capable d'amener, et le savoir-faire humain aussi sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Donc là, je crois que c'est pour les Master Asie, c'est bon signe, on va dire. Excellent, oui. Voilà, hein, donc tous les éléments sont là. Écoutez, je vous propose de poser vos questions si vous en avez. Sinon, moi, j'en ai quelques-unes en réserve aussi, mais ce serait bien de varier les plaisirs. Est-ce que quelqu'un a des questions particulières à adresser à nos intervenants ? Ou si vous-même, messieurs, vous avez peut-être des éléments de réflexion à vous apporter les uns les autres, ça peut être aussi une bonne façon d'avancer dans la réflexion. Moi, j'aurais une question. C'est lié à l'accord d'investissement qui a été signé entre l'Europe et la Chine. Je voulais en savoir un peu plus, parce que je lis beaucoup d'articles et certaines personnes pensent que c'est positif comme d'autres négatifs, et que les tensions qu'il y a actuellement entre la Chine et l'Europe liées à Hong Kong, Taïwan et ce qui se passe avec les Ouïghours, est-ce que ça peut réellement influencer cet accord? Alors ça, c'est une question, c'est une vraie question, parce que si vous voulez, l'accord d'investissement qui vient donc d'être signé, en principe, il doit permettre une concurrence plus équitable. Bon, alors, vous avez souligné à juste titre qu'il y a des tensions, mais tout le monde les voit commerciales entre la Chine et un certain nombre de partenaires, notamment de pays développés, et pas simplement les États-Unis. Donc, une concurrence plus équitable. Cet accord permet notamment aux partenaires occidentaux de surveiller les transferts de technologies. Il y a un dispositif qui permet de régler les litiges, donc à l'intérieur de cet accord, et sans forcément recourir à l'organe de règlement des différends de l'OMC. Cet accord donne la possibilité aux entreprises extérieures, occidentales notamment, d'en savoir davantage sur les entreprises publiques chinoises. Donc, vous savez que c'est une critique assez fréquente qui est faite vue du côté occidental ou du côté pays développés en direction de la Chine, c'est que les entreprises publiques chinoises exercent une sorte de concurrence déloyale, des pratiques de discrimination. Bon, alors tout ça, si vous voulez, c'est dans l'accord. Alors, ce qui est dans l'accord, il y a aussi des dispositions concernant certains principes de développement durable, certains principes en matière de droits des travailleurs. Et là, je pense qu'il ne faut pas être trop ambitieux, trop exigeant. Bon, je crois que c'est le fonctionnement de cet accord qui montrera si on peut en effet,
aller au-delà de ces déclarations qui sont positives. Il s'appelle comprehensive, cet accord, parce que justement, il essaye d'apporter des éléments d'action qui ne sont pas strictement économiques, hein, qui portent sur notamment certains aspects liés à l'environnement ou certains aspects liés aux droits des travailleurs. Donc, moi, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il faut observer ça de près. Dans quel cadre est-ce que vous vous intéressez vous-même à cet accord? C'est pour un travail En fait, je suis dans le cadre de votre diplôme ou... ça m'intéresse et je suis un membre actif d'un think tank européen qui s'appelle European Guanxi, qui a été développé par des Européens qui sont des sinologues et aussi qui sont dans des entreprises chinoises ou françaises ou européennes qui travaillent avec la Chine. Et ce think tank a pour but de promouvoir les relations entre l'Europe et la Chine. Et on publie des articles et on s'intéresse énormément sur la politique européenne, notamment avec la Chine, pour pouvoir aider au mieux les négociations et autres. Et, c'est très bien ça, très intéressant. Mais mettez la référence dans le chat, là, ça m'intéresserait. Vous avez peut-être un site ou... Oui, on a un site internet, on publie des articles assez souvent. Écoutez, mettez ça, moi je vais regarder. Si vous pouvez l'inscrire dans le chat, là, je vais récupérer le contact. Alors du coup, on lit beaucoup d'ailleurs que l'accord RCEP est à la faveur de la Chine et d'autres articles qui disent un peu le contraire. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Ruffini Oui, moi j'ai lu ça effectivement. Si vous voulez, moi je pense que c'est quand même avantageux pour la Chine. Hein, c'est quand même, il y a une telle inégalité de poids économique et de poids commercial entre les partenaires. Il y a un partenaire qui est ultra dominant. En fait, cet accord, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que les pays de l'ASEAN ont joué un rôle important pour qu'il soit appliqué, hein, pour qu'il puisse être mis sur pied. Mais bon, je pense que un bénéficiaire important est la Chine, pas uniquement sur le plan commercial, mais peut-être sur le plan géopolitique, bien davantage. Ça donne un leadership. On voit bien quelle est la stratégie de la Chine et elle détonne personne, c'est-à-dire une puissance économique absolument montante, dominante, ambitieuse. Et ça, c'est un outil, c'est un outil important. Alors, il y a la question de l'Inde aussi qu'on a pu voir. Vous savez que l'Inde était partenaire à cet accord, a commencé les négociations. Hein. Et finalement, l'Inde s'est retirée et n'en fait pas partie parce que l'Inde la crainte a été très ressentie qu'il y ait une invasion des produits chinois sur le marché indien. Et c'est pour cette raison-là, peut-être plus que pour une raison politique, que l'Inde finalement n'est pas dedans. Hein. Très bien, merci pour cet éclairage. D'autres questions? Ah, notre ami Svetlin a disparu. Ah non, il est là. Alors du coup, moi, ce qui m'a marqué tout à l'heure, c'était le spaghetti bowl. Parce que du coup, on va pouvoir s'attendre, et puis vous mentionnez aussi que c'est le premier accord de libre-échange entre la Chine d'une part et le Japon et la Corée d'autre part, ce qui est tout à fait vrai. Du coup, j'ai l'impression qu'à travers tous ces accords et ces spaghettis qui vont dans un sens ou dans l'autre, ces noodles, on va pouvoir potentiellement jouer des différentes réglementations, des différentes fiscalité et des différentes facilités douanières éventuellement d'un pays à l'autre pour optimiser des flux, des échanges? Ça, c'est une question, ça rejoint un peu une question que j'aimerais bien poser aux praticiens, en particulier à monsieur Bonis, parce que bon, est-ce que par exemple, comment est-ce que les évolutions concernant les réglementations commerciales, et notamment ces accords qui s'empilent les uns sur les autres, comment est-ce que ça a pu changer dans le temps votre activité? Est-ce que ça l'a changé? Est-ce que finalement, il y a moins de barrières non tarifaires, de barrières administratives, d'obstacles de toutes sortes? Parce que normalement, c'est ça qu'on devrait voir. Hein, bon. Ou pas.
et donc, cette complexification que vous évoquez, Stéphane, là, d'accord, est-ce que pour comment dire, l'acteur économique, comme l'entreprise donc de M. Bonis, est-ce que c'est sensible ou pas? Alors, les accords en soi, je ne trouve pas forcément très sensibles. Par contre, la survenue de barrières non tarifaires intempestives freine réellement notre activité. Et l'année 2020 en est plein d'illustrations. Par exemple, nous avions de très gros trafic de produits agroalimentaires entre l'Europe et la Chine, et plus particulièrement Pékin. Par voie aérienne, ils se sont arrêtés, puisqu'il y a des barrières à l'importation de produits agroalimentaires sur Pékin. Ce qui n'est pas le cas sur Shanghai. Donc, certainement que ça passe par Shanghai et que ça remonte à Pékin. Mais ça, c'est une autre histoire dans laquelle nous ne sommes pas impliqués. Nous avons aujourd'hui, nous sommes confrontés à de grosses incertitudes. On parlait des tensions entre la Chine et l'Europe au sujet des Taïwan, Hong Kong, Ouïghours. Mais nous avons également de très grosses tensions entre l'Australie et la Chine. Or, comme je vous le disais, un de nos gros trafics aujourd'hui, c'est entre l'Australie et la Chine. Et les tensions géopolitiques liées à certaines demandes de l'Australie d'éclaircissement à la Chine ou d'enquêtes diverses créent des barrières, là pour le coup, importantes. Mais sur les tarifs, sur les droits de douane, on craint beaucoup de choses. Je trouve que finalement, ça n'est pas un véritable frein au commerce. Je prendrai par exemple un autre exemple, qui sont toutes les menaces, et pas uniquement les menaces, mais les réalisations du président Trump à l'égard des exports français, donc sur les produits alimentaires, sur les vins et spiritueux. Il a augmenté de façon importante les droits de douane. Pour autant, les volumes que nous avons transportés n'ont pas tellement baissé. Donc, alors, sauf si un jour on arrivait à une guerre des droits de taxe, avec l'instauration de droits de taxe à 50, 100, 200%, où là, effectivement, c'est rédhibitoire. Mais aujourd'hui, on est quand même à l'instauration de droits de douane de 5, 10, 15%. Écoutez, les marchés les absorbent à ce stade. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les sanctions géopolitiques. Donc aujourd'hui, tous les produits australiens à destination de la Chine font l'objet de contrôles sanitaires renforcés, tous les conteneurs sont contrôlés. Là, c'est un véritable frein. Et ça, c'est lié à la géopolitique ou... C'est purement lié à la géopolitique. C'est parce que l'Australie a demandé des comptes à la Chine sur le Covid. Et en mesure de rétorsion, immédiatement, on contrôle tout. Là, c'est un frein. Mais encore une fois, si l'on prend un exemple récent et factuel, qui sont les droits de douane instaurés par l'administration Trump sur les exports européens, droits de douane ciblés sur les fromages, sur les vins et spiritueux, on a beaucoup craint des baisses significatives de volume. Elles ne sont pas arrivées. Donc, dans notre domaine qui est l'agroalimentaire, je trouve qu'on résiste assez bien aux droits de douane. Après, encore une fois, je n'ai pas encore eu à connaître d'augmentation, d'instauration de taux à 100%. Moi, je peux te reposer une question, justement. Parce que lors de votre exposé, M. Bonis, vous avez dit « les affaires se font entre personnes ». Et M. Corrub a rebondi là-dessus. Alors, ce qui est très intéressant, parce qu'il y a des modèles dans lesquels, effectivement, de commerce, dans lesquels on dit les gens, quand ils ont du mal à apprécier la qualité de tel ou tel bien, ils substituent à la connaissance de la qualité du bien la connaissance de la personne avec laquelle ils font affaire. Donc, et ça fonctionne comme ça. Est-ce que c'est ça qui explique cette importance des relations interpersonnelles, ou est-ce que c'est précisément aussi cette multiplication de barrières non tarifaires qui fait qu'il faut avoir un interlocuteur qui a une capacité à finalement à démêler les chevaux du contexte, quoi, qui peut vous aider à passer ou pas telle ou telle barrière. Alors, effectivement, votre remarque est bonne. Alors, je peux l'illustrer par un exemple. Nous acheminons énormément de produits agroalimentaires à Hong Kong. Énormément.
que ce soit du Brésil, que ce soit d'Australie, que ce soit d'Europe. Ce n'est pas le marché hongkongais qui va l'absorber. Que se passe-t-il derrière? Je vais vous avouer, nous ne sommes pas impliqués et je ne veux pas y être parce que là, c'est trop compliqué. Je pense que ce qu'on appelle le Grey Channel ou tout autre terme que vous pouvez employer, mais il est évident que toute cette marchandise, cet afflux de marchandises qui arrive à Hong Kong va traverser la frontière derrière. Mais là c'est un domaine où nous ne pouvons pas rentrer, où moi je ne veux pas rentrer, déjà parce que je ne suis pas persuadé que toutes les règles officielles soient respectées, et donc c'est un domaine dans lequel je ne souhaite pas. C'est d'autres règles qui sont respectées, quoi. Voilà, écoutez, c'est des règles locales, où là c'est encore pire, je pense que les entreprises occidentales n'y ont pas leur place. Ou alors il faut vraiment être très aventurier. Mais surtout dans notre domaine, on ne vend pas un avion, on ne vend pas un sac à main. Nous vendons un service, une prestation de service. La prestation de service, elle est très subjective et les affaires se font entre hommes. On peut avoir de bonnes relations avec les personnes locales. J'ai plein d'amis en Chine, j'ai plein d'amis en Asie, mais je sais que les affaires se font entre personnes de même nationalité. Mais attention, ce n'est pas propre à l'Asie, c'est vrai au Brésil, c'est vrai au Mexique, c'est vrai aux États-Unis. C'est vrai en France. Hein. Et c'est vrai en France, c'est tout, bien évidemment. Donc, nous pouvons apporter des choses, mais je crois beaucoup à l'humain dans les affaires. Et l'humain, c'est une alchimie culturelle. Passer l'enthousiasme de la découverte d'autrui. Mais la subtilité des affaires, la subtilité de la langue aussi, parce que aussi doués où peuvent être nos collaborateurs, nous n'aurons jamais la subtilité d'une personne qui a sa langue en langue maternelle. C'est encore plus vrai en Asie. Donc, ce qu'il nous faut, nous, c'est trouver des collaborateurs qui puissent faire le passage entre nous et le local. Donc, et c'est là où les Hongkongais ont beaucoup de force, même si on se rend compte que les Hongkongais, parfois, sont un peu perdus en Chine. Ils aiment bien dire qu'ils sont... Enfin, d'un côté, pour les affaires, ils aiment bien dire qu'ils sont chinois. Bon, après, au niveau politique, ils ne sont surtout pas chinois. Mais voilà, donc il faut trouver ces passerelles entre notre monde, le monde extérieur. Mais encore une fois, ce n'est pas propre à l'Asie, c'est vrai, c'est l'Amérique latine, c'est vrai l'Amérique du Nord. Et trouver les bonnes compétences pour promouvoir nos services. C'est notre problème, c'est notre enjeu numéro 1. On va dire que c'est un problème, parce que nous tâchons de le résoudre. Donc voilà, aux étudiants en master Asie d'être des passerelles pour les sociétés européennes sur les marchés asiatiques. Et je confirme que nous avons au sein de l'entreprise de nombreux collaborateurs qui ont suivi votre filière et nous sommes ravis de les accueillir, et qui ont des résultats très, très intéressants. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre au sein de Cifrego. Chloé, Toki, il y a eu Ludivine et moi-même. Je pense qu'il y en a encore d'autres. Oui. Et puis d'autres qui suivront. Bah, écoutez, probablement. Donc, nous l'espérons. Merci. D'autres peut-être questions sur d'autres sujets ou on reste sur la chose. Moi, je voulais juste peut-être commenter le fait que du coup, on parle encore Europe-Asie, avec tout ce que comporte comme différence chaque zone. Par rapport aux accords de libre-échange, c'est quelque chose que je disais aux étudiants lors des interventions que j'ai faites récemment, mais c'est vrai que l'impact des accords de libre-échange, moi je prends en compte notamment le Japon, ou sur... tous les organismes français se gargarisaient de cet accord de libre-échange passé avec le Japon. Ça allait tout changer, c'est fantastique, on va tout exploser. Et puis finalement, alors il y a eu un énorme rattrapage des vins français sur le Japon parce que notamment le Chili, par exemple, bénéficiait d'accords de libre-échange avec le Japon et donc d'une compétitivité tarifaire qui, de fait, mathématiquement, s'est fait rattraper. Et donc, en effet, il y a eu un rattrapage de volume des vins français sur le Japon après
la mise en place de l'accord de libre-échange. Mais voilà, je veux toujours rappeler que nos premiers concurrents sont nos partenaires européens. Et donc, dans une position de société française, quand on passe des accords de libre-échange européens avec d'autres pays, forcément, nos concurrents directs bénéficient des mêmes avantages. Et donc, notre gain de compétitivité n'est pas forcément si flagrant que ça, notamment en agroalimentaire, en vin et spiritueux. Nos principaux concurrents, ça va être l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc. Voilà pour cette peut-être un peu revue en tout cas des avantages que peuvent nous apporter en tant que Français. Alors, je ne sais pas, peut-être que Guillaume, tu peux peut-être apporter aussi une pierre par rapport à ça, parce que toi, tu as cette vision un peu européenne, justement. Exactement, oui. Mais tout à fait, je te rejoins là-dessus. Les principaux concurrents restent effectivement, paradoxalement, les autres pays européens. Ouais. Notamment, le cas du vin est très bon. Si on prend l'Asie pure, il y aurait l'Espagne, il y aurait l'Italie. Mais ouais, c'est une très bonne remarque. Les principaux concurrents restent malgré tout européens sur énormément de secteurs, quoi. Bon, un autre, tout à l'heure, je parlais de la beauté, ça peut être le cas également avec l'Espagne, qui sont assez forts dessus. Mais oui, ouais, c'est une bonne remarque. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites. C'est intéressant parce qu'en fait, l'Union européenne a cette particularité de négocier elle-même pour le compte de tous les pays des accords. Donc l'Union européenne à 27, institutionnellement, ouvre des portes, notamment en Asie. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, c'est la bagarre derrière parce que les portes sont ouvertes pour tout le monde et il faut que les Français courent plus vite que les Espagnols ou que les Allemands. Voilà. Et donc, est-ce que vous en tirez des conséquences sur le rôle de l'Europe ou pas? Les Anglais en ont tiré des conséquences, parce que vous savez qu'ils sont sortis et ils retrouvent la maîtrise de leur politique commerciale. C'est-à-dire que quand ils ouvriront des portes avec leurs accords, ce sera juste pour eux, enfin pour leurs entreprises. Alors après, l'Europe a quand même certains avantages. Moi, du coup, pour rester encore dans l'agroalimentaire, puisque c'est vraiment mon champ de prédilection, mais c'est vrai que pour la première fois depuis, à ma connaissance, en tout cas en Asie, dans le cadre d'accords de libre-échange, le Japon reconnaît maintenant des IGP, un certain nombre d'IGP, donc d'indications géographiques protégées, qui sont des labels européens, au sein sur son marché. Ça veut dire que le Japon protège ces appellations d'origine européenne. La France est un des grands, peut-être même l'initiateur de ce type de labellisation d'origine, mais qui s'est multiplié à l'échelle européenne depuis un certain temps. Et aujourd'hui, l'Italie, l'Espagne et d'autres en profitent également. Mais c'est un véritable outil, je pense, à la fois de protection et à la fois de reconnaissance de la part des clients asiatiques et autres. Et du coup, je pense que pour le coup, là, l'Angleterre va perdre quand même un outil peut-être utile, d'autant qu'il y a des investissements européens qui sont faits pour promouvoir ces labels. Et il commence à y avoir quand même une certaine reconnaissance sur certains marchés asiatiques pour ce type de reconnaissance. Ça permet vraiment aux clients de reconnaître un niveau de qualité et de s'assurer d'une origine et d'un savoir-faire. Ça, pour le coup, ce que je dis aussi par moment en intervention auprès des étudiants, c'est que en Europe, on est quand même très fort à faire en termes de labels et de normes. Alors, est-ce que c'est un modèle à exporter auprès de l'Asie? Est-ce qu'on peut exporter des normes et des labels comme ça? Le Japon, aujourd'hui, depuis quelques années, s'est mis à copier un petit peu ce système de labels d'origine et lié à un terroir et un savoir-faire. Donc, voilà, est-ce qu'on peut jouer un rôle sur aussi ce type de choses? Sur les quelques informations que j'ai là-dessus, c'est qu'effectivement, la norme bio, en l'occurrence, la norme sociale n'intéresse pas beaucoup
nos partenaires asiatiques, mais la norme bio et la façon dont ça fonctionne, ça intéresse beaucoup les partenaires asiatiques, notamment des chercheurs japonais, hein, mais des Chinois aussi hein, s'y intéressent, hein, parce que ça apparaît comme une solution, effectivement, pour améliorer la sécurité alimentaire ou d'autres aspects de l'agriculture. Donc, peut-être que ça ne va pas s'exporter de cette façon-là, mais en tout cas, ça suscite un intérêt. Ça, c'est certain, qui se traduit notamment par des envois de chercheurs hein, qui regardent comment ça fonctionne. Voilà, bon. Alors les Japonais, ils ont tout un système aussi pour l'agriculture locale, le Tekkei, qui avait influencé d'ailleurs aussi les Européens en son temps. Mais je crois qu'il y a en tout cas une observation de ce qu'on fait. Je sais pas si et certains labels, effectivement, ça fonctionne, y compris en Asie, comme bon moyen de s'informer sur la qualité des produits. Et donc, quand on ne peut pas toujours connaître les personnes qui les ont fabriqués. Monsieur Le Marchand, je vous rejoins sur le fait que les Japonais sont très conscients et cherchent à savoir l'origine des produits agroalimentaires. Quand j'ai travaillé à Singapour, on avait un partenaire japonais qui était Marubeni et ils sont venus dans notre organisation pour chercher des partenariats avec des startups qui développent de la blockchain, surtout sur la provenance des produits agroalimentaires et à l'implémenter dans leur chaîne à leur supply chain. Effectivement, c'est très important pour eux. Et ça fait un très bon passage à la session 2 de demain matin, puisque avec l'un des intervenants, Nas Radev, qui est un entrepreneur de l'Europe implanté en Asie depuis quelques mois, justement, on va parler des monopoles digitales et aussi de l'Europe qui a pu développer des réglementations, surtout en ce qui concerne la data privacy, etc. Et en fait, voir un peu comment cet état d'esprit qui vit en Europe autour de la réglementation, du labeling, etc., comment est-ce qu'on peut apporter ça en tant que savoir-faire en Asie? Mais je crois qu'il y a des étudiants hein, du Master Asie qui ont travaillé hein, sur des labels en Asie, hein, y compris d'ailleurs, par exemple, le label Halal, hein, qui montre qu'effectivement, il y a une stratégie de labellisation hein, qui existe, qui commence à être prise au sérieux, quoi. Bien, écoutez, une petite dernière question éventuellement, avant de conclure, parce que je crois qu'on approche de l'heure. J'ai vu tout à l'heure que les salles s'arrêtaient brusquement à l'heure dite, donc Ouais. pour éviter qu'on ne puisse conclure et se dire au revoir. Voilà, une dernière question très rapide éventuellement. Non, alors sinon, je vous mets donc le lien que j'ai trouvé ce midi. Alors, j'ai pas eu le temps de parcourir. C'est une grande étude qui fait 80 pages de l'Institut McKinsey. Et là, on a vraiment tout un tas de données très intéressantes. Je pense que pour les étudiants, ça va être vraiment à lire sur l'Asie et le poids et son intégration. Donc, éventuellement, voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous, parce que je pense que ça a été très instructif pour l'ensemble à la fois des personnes qui ont assisté à la session et des intervenants. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était très enrichissant. Oui. C'était très agréable de pouvoir échanger avec vous tous. Éventuellement, pour ceux qui peuvent, rendez-vous demain matin donc, à 9h via le même lien pour la deuxième session dédiée à Asia Business. Voilà, écoutez, merci beaucoup et puis bonne continuation à tous. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci.